13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et ses deux chroniqueurs. Avec vous en studio, Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles, et vous a rejoint Xenia Federova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Soyez la bienvenue, Xenia Federova. Bonjour à vous. Bonjour. Et très bonne année également. C'est la première fois qu'on se revoit depuis le passage à 2026. Évidemment, on va commencer par cela, la situation entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump dit être aux commandes. Il ne cache pas également ses autres ambitions. Cuba, la Colombie et pourquoi pas le Groenland. Est-ce le retour des empires? Écoutez Pascal Drouot, spécialiste de l'Amérique latine, président de l'association LAFTRAN, sur la stratégie de Donald Trump en Amérique latine. Il était au micro de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Les États-Unis s'inscrivent dans une volonté de reprise en main de l'Amérique latine. C'est affirmé tel quel dans le document de la Maison-Blanche rendu public en novembre dernier. La stratégie de sécurité nationale. Exactement, c'est écrit tel quel. Il s'agit d'assurer la prééminence américaine sur le continent latino-américain qui est perçu comme l'hémisphère occidental dans un jeu international sous tension. Xenia Federova, on pourrait dire who's next? Comment analysez-vous la situation? Moi, je pense que Donald Trump donne une autre vision de doctrine Monroe, en fait, où tout ce qui est dans la zone d'influence et à côté des États-Unis, c'est sous contrôle des États-Unis. Pourquoi une autre vision de la doctrine Monroe? Parce que la doctrine Monroe était à la base une doctrine qui était contre l'ingérence étrangère dans les zones d'influence des États-Unis. Aujourd'hui, c'est plutôt la zone d'influence géographiquement, mais aussi stratégiquement. Donc, quand on parle par exemple de Groenland, évidemment que ça marche un peu encore plus loin. Oui, il l'a étendu en fait. Oui, il étend la sphère d'influence américaine. Et c'est très intéressant aussi de regarder la réaction des pays européens sur ces... On va en parler. Alors, évidemment, on va y venir. On va y revenir. Bon, en tous les cas, je pense que Who is next, c'est une très bonne question. À mon avis, ça sera plutôt Cuba. Mais il y a aussi des opinions que ça sera Iran, par exemple, qui n'est pas du tout proche des États-Unis géographiquement, mais dans les viseurs, on peut dire, de Donald Trump. Donc, Donald Trump présente son pays comme une puissance majeure qui peut déterminer, en fait, la distance des pays qui sont dans les viseurs, sous les contrôles, dans les zones d'influence des États-Unis. Et c'est un pas qui va changer beaucoup de la façon comment on voit les choses et comment, en fait, les mondes se présentent aujourd'hui. C'est inquiétant. Si on laisse les émotions à part, c'est tout à fait fascinant, en fait, parce que ça change tout. Et ça fait un précédent, en fait, pour les grandes puissances de jouer un peu dans la même façon quand il s'agit de leurs zones d'influence. Si on parle des Chines, par exemple. Ça donne une certaine autorisation aux autres d'agir de la même façon, en fait. C'est ce que vous nous dites. Parce que sinon, en fait, il y aura de deux poids, deux mesures. Comme on voit avec l'Union européenne aujourd'hui, qui a mal de donner une explication, donner une réaction à ce que Trump a fait avec Venezuela. Et si c'était un autre pays, par exemple la Chine ou la Russie, évidemment que les réactions étaient assez vite. Donc je pense que ça va mettre plusieurs pays dans une situation assez mal à l'aise, on peut dire. Et si on parle de Groenland aussi, aujourd'hui, par exemple, je regardais dans le task de Pologne, il a dit que si Donald Trump commence une opération en Groenland, c'est la fin de l'OTAN. Donc, il y aura des changements majeurs pour le monde comme on les connaît aujourd'hui. Alors, on va revenir sur l'embarras des Européens. Juste avant, Sébastien Ligné, est-ce que c'est, d'après vous, le retour des empires? Disons que c'est... Moi, je suis assez surpris de certaines réactions par rapport à l'intervention au Venezuela, au-delà de la méthode. Vous voulez directement aller sur l'intervention? Non, sur l'idéologie globale. En fait, on a l'impression que des gens découvrent en 2025, enfin en 2026 maintenant, que les Américains et les États-Unis ont des vues impérialistes et sont capables de dicter l'ordre du monde et la marche à suivre pour leurs pays voisins, voire éloignés. C'est toujours comme cela que ça a fonctionné. Je veux dire, les États-Unis et Donald Trump ne fait que reprendre une idéologie américaine qui était en place
tout au long du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Enfin, et c'est républicain ou démocrate, ça n'a pas de couleur politique. Je veux dire, les Américains ont imposé à l'Occident des conflits au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pendant plus de 10 ans, entre la fin des années 90 et le début des années 2000. C'était la même idéologie. Il n'y a pas eu de phase de répit, selon vous? Non, mais alors il y a eu une petite phase de répit avec Barack Obama, et encore, mais ça a duré, on va dire, 10-15 ans. Et maintenant, en effet, Xenia l'a dit, on marche en termes de zone d'influence. La Russie exerce une zone d'influence, la Chine exerce une zone d'influence, l'Inde est en train de se renforcer. Ce n'est pas étonnant que dans ce contexte géopolitique-là, les États-Unis remettent le contact sur une voiture qui, en effet, était un petit peu à l'arrêt. Mais c'est toujours comme cela, et c'est ça pour moi qui est important, c'est toujours comme cela que les Américains ont fonctionné depuis 200 ans, et je ne vois pas pourquoi ça nous surprendrait aujourd'hui. Alors oui, peut-être parce que la méthode a un petit peu changé, parce qu'en effet, Donald Trump, contrairement à certains de ses prédécesseurs, n'avance pas masqué, c'est-à-dire que pendant longtemps, notamment lors des interventions en Irak, en Afghanistan, lors de la guerre du Golfe, on nous expliquait que les États-Unis venaient défendre l'ordre du monde, qu'ils allaient imposer la démocratie, les droits de l'homme aux pays arabes. Aujourd'hui, Donald Trump ne dit plus ça. Il avance à visage découvert. Il dit non, non, non. Nous, on vient pour étendre notre zone d'influence, pour repousser l'influence de la Chine, pour prendre possession des ressources pétrolières du Venezuela dans 10 ans, parce que c'est loin d'être le cas immédiatement, et potentiellement de mettre un petit peu fin au narcotrafic. Mais ça, c'est, on va dire, la 3e ou 4e raison. Il avance à visage découvert, donc je ne suis absolument pas surpris. Et on peut, on va en parler en tant qu'Européens, en tant que voisins, être choqués, dénoncer ces méthodes. Mais on ne peut rien y faire. C'est ça la réalité. Le monde avance comme cela. Le monde est aux mains des puissants. Et ce sont les puissants qui dictent l'ordre du monde et le droit international. Si Donald Trump, comme Vladimir Poutine, comme Xi Jinping, décident d'agrandir leur zone d'influence, on peut le regretter, mais on n'a rien d'autre à faire que l'accepter. L'ordre des prédateurs, finalement. Exactement. Pour reprendre le terme de Giuliano d'Ampoli, les carnivores qui ont pris le pouvoir, l'ordre international. Écoutez François Hollande, ancien président de la République, député socialiste de Corrèze actuellement, il était sur France Info ce matin. Ce qui est en jeu dans le monde tel que nous le connaissons, avec l'Ukraine qui a été envahie par la Russie et Taïwan qui est menacé par la Chine. Donc il y a un risque que ce qui a été fait là pour le Venezuela par rapport à un pays dictatorial, sans doute, enfin dirigé par des dictateurs, mais qu'il y ait donc une forme de libre consentement maintenant de la part des puissances d'aller où elles veulent, chercher qui elles veulent. Alors c'est ce que vous disiez également, Xenia Fedorova. Sébastien Ligné, vous partagez les craintes de l'ancien président de la République? Est-ce que ça peut donner le go, le feu vert à d'autres puissances, d'autres empires? Alors, pardon, mais je ne crois pas que la Russie ait attendu la capture de Maduro pour faire leur opération spéciale et leur guerre en Ukraine. Je ne crois pas que la Chine ait attendu Donald Trump pour menacer Taïwan. Donc finalement, quoi? Si on vous écoute, on a l'impression on découvre le monde aujourd'hui, alors que c'était déjà le cas sous nos yeux depuis quelques années. Bon, je pense que certains font semblant de découvrir comment marche la géopolitique moderne. Encore une fois, bien sûr, il y a les bons sentiments, il y a notre pensée propre. Évidemment qu'on peut critiquer la méthode Donald Trump, on peut critiquer le fait que la souveraineté du Venezuela est en train d'être bafouée et que ça pose énormément de questions sur l'après-Maduro et qui va gouverner le Venezuela et qui va posséder les ressources du Venezuela. Ça, évidemment, on peut se poser la question, mais il n'empêche que si on regarde de manière très réaliste, la fameuse réalpolitik, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va parler du Groenland tout à l'heure, c'est la même chose. Si demain, Donald Trump envahit, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait qu'il envahisse militairement le Groenland. Mais si Donald Trump avance et tente de prendre possession du Groenland économiquement, que fera l'Europe? On pourra le critiquer, on pourra gémir, on pourra dire c'est honteux, le droit international est bafoué, la souveraineté des peuples. Mais qu'est-ce que fera l'Europe? Qu'est-ce que fera la France? On va envoyer des soldats français pour défendre le Groenland? Personne n'y croit. Donc hélas, au-delà des sentiments de chacun, la politique du fait accompli. La réelle politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si demain la Chine envahit Taïwan, ce sera évidemment dramatique pour la souveraineté de Taïwan, mais je ne crois pas une seule seconde que l'Amérique de Donald Trump ira dans un conflit direct armé, potentiellement nucléaire avec la Chine, pour Taïwan. C'est tout le débat entre la légitimité et la légalité. Xenia Fedorova, est-ce qu'on doit condamner ou pas cette action? Je pense que si on croit toujours dans les lois internationales, on peut condamner,
Mais la vérité, c'est que la loi internationale n'existe pas depuis que la Yougoslavie était bombardée par l'OTAN en 1999. Donc pour moi, c'est évidemment que c'est assez inutile. La Chine a condamné, la Russie a condamné. Les lois internationales sont inutiles. Ça n'existe pas. Depuis un moment, et je suis d'accord avec Sébastien, que en fait les États-Unis ont connu pour les changements des régimes, d'incitation de révolutions colorées partout dans le monde. C'est leur façon de faire, sauf qu'aujourd'hui Donald Trump ne cache plus en fait ce qu'on savait déjà à l'époque. Et si on parle par exemple, on a mentionné l'Ukraine et la zone d'influence de la Russie, évidemment que c'est la frontière de la Russie et c'est l'élargissement de l'OTAN qui est concernante, inquiétante pour la Russie depuis des années. Et en fait, on pouvait attendre qu'à un moment, avec cette ingérence des États-Unis en fait en Ukraine, parce que si on parle de 2014, la révolution, le Maïdan, comme on appelle ça en Russie, le coup d'État, c'était incité en fait soutenu par les Américains. Voilà, donc c'est toujours la même chose, sauf qu'aujourd'hui, Donald Trump est plus cash parce qu'il aime présenter les choses spectaculairement, c'est-à-dire que la communication joue un énorme rôle, c'est important pour lui, pour la politique de l'intérieur, de prendre de take advantage, de prendre l'avantage de la situation pour dire voilà, c'est ce qu'on peut faire, on est forte, l'Amérique est forte. Donc, évidemment, mais la loi internationale, ça n'existe plus depuis un moment. Et l'ONU, c'est assez inutile aujourd'hui. En fait, c'est pas efficace, je veux dire, du tout. Donc, ça joue pas son rôle. Quand les États-Unis veulent quelque chose, elles prennent. Et je pense que si on parle de Taïwan et la Chine, c'est évident que la Chine, à un moment, va prendre Taïwan. Et personne ne peut dire qu'est-ce que vous faites parce que Donald Trump a déjà fait plusieurs choses avec Venezuela, peut-être avec Groenland. Moi, j'ai aucun doute qu'il va avancer sur cette direction. Sur le Groenland, oui, contrairement à Sébastien Ligné. Non, je pense qu'il avancera, mais pas militairement. Je ne vois pas. C'est vrai qu'il a proposé $1 million pour chaque habitant de Groenland. C'est déjà une façon d'acheter. L'Amérique, par le passé, a acheté des États. Ils peuvent très bien acheter le Groenland ou la population groenlandaise. Enfin, c'est pas complètement impensable. Sébastien Ligné, les Européens sont en porte-à-faux, on l'a dit, on va le redire, on va l'expliciter. Ils ne peuvent pas se passer des États-Unis, c'est ça finalement le problème. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est tellement... c'est presque grotesque de voir tous ces politiques et leur idéologie qui, depuis 40 ans, a ouvert la porte de l'Europe aux États-Unis, qui ont laissé des bases américaines fleurir partout en Europe, sauf en France, il faut quand même le noter, qui ont laissé les Américains prendre contrôle du commerce européen, de l'économie européenne, de la culture européenne avec l'abondance de culture américaine en France. Donc ils nous ont colonisés d'une certaine manière depuis 40 ans et pendant 40 ans les politiques qui sont au pouvoir en Europe majoritairement l'ont laissé faire et aujourd'hui ils font semblant de se réveiller en se disant tiens c'est bizarre, on est un petit peu inféodé aux États-Unis. Ah bah oui, scoop, on a un scoop pour vous, c'est vrai. Et maintenant la question encore une fois, on peut... Et moi, je critique qu'on soit complètement inféodé aux États-Unis. Je trouve ça déplorable qu'Emmanuel Macron fasse un tweet qui soit même partagé par Donald Trump, où il est à deux doigts de se féliciter de l'intervention de Donald Trump. À titre personnel, je trouve ça déplorable, mais en termes purement politiques, il a raison de le faire, parce qu'il n'a pas d'autre choix de le faire. Il a mis de l'eau dans son vin après. Hein. Oui, enfin, il l'a fait en France. Je ne suis pas sûr que Donald Trump ait vu la réaction franco-française. Exactement. Donc c'est hélas comme cela, mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. On ne va pas découvrir en 2026, j'espère, que la France et l'Union européenne est presque sous contrôle des États-Unis. Regardez, ne serait-ce que militairement, le nombre de pays européens qui ne survivent militairement que grâce à l'achat de matériel américain sur lequel les Américains ont un droit de regard. Enfin, c'est extrêmement important. Vous parlez de l'élargissement de l'OTAN vers la Russie. On a aussi laissé faire cela. Donc, évidemment que si on se met sous protection américaine, le jour où les États-Unis renversent un petit peu la table, le jour où les États-Unis décident d'inverser un petit peu le rapport de force, eh ben oui, l'Europe sera les grands perdants de l'histoire. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on a très bien compris que la Russie est en train de se renforcer, la Chine est en train de se renforcer, l'Inde est en train de se renforcer, les États-Unis tentent de réhabiliter la doctrine Monroe en prenant contrôle du continent américain, et les grands perdants de l'histoire, comme d'habitude, ce sera les Européens, avec les Africains qui sont en train de se faire coloniser par les Chinois
tout le monde est en train de détourner le regard. Les Européens ont lâché l'Afrique et vous avez d'autres puissances qui sont en train de la récupérer. Et je pense que c'est très important de préciser que les États-Unis s'est permis de faire les choses assez extraordinaires vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de la France. Si on parle de l'affaire Alstom, par exemple, et la façon comment cette entreprise en fait était volée de la France, et aujourd'hui la France dépend en fait des États-Unis sur plusieurs sujets. Et surtout sur les sujets énergétiques. Donc je pense que c'est la conséquence des manques de volonté de dire stop à un moment. Et en fait, c'est pour ça la France et l'Europe se trouvent dépendantes des États-Unis aujourd'hui.